Ta mère débarque chez nous avec toute sa famille pour tout l'été? Parfait. Dans ce cas, je pars en vacances en Grèce, et tu te débrouilleras pour les divertir. Je ne suis ni votre clown, ni votre bonne. Le mari fut glacé par ces mots, mais la plus grande surprise l'attendait encore. Avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous, et bonne écoute. Valentine montait l'escalier jusqu'au 4e étage, les bras chargés de lourds sacs de course. La journée avait été particulièrement éprouvante. Le rapport trimestriel, pour l'entreprise de construction qui l'employait, l'avait obligée à rester tard au bureau. Dans sa tête, les chiffres et les calculs tourbillonnaient encore. Elle n'avait qu'une envie, rentrer vite chez elle, se préparer un thé bien fort, et lire le nouveau roman qu'elle venait d'acheter. La clé tourna dans la serrure, avec ce petit clic familier, mais à peine eut-elle franchi le seuil, qu'elle comprit que quelque chose clochait. Dans l'entrée, s'alignaient des chaussures inconnues, des escarpins de femme à petits talons, et des baskets pour hommes, qui ne faisaient visiblement pas du 47, la pointure de Grégoire. De la cuisine, s'échappaient des voix étrangères, ainsi qu'une forte odeur de poisson frit. Greg, appela T.L., en s'efforçant de dissimuler son trouble. « Ah, Valérie, tu es rentrée » résonna la voix de son mari, depuis le salon. « Viens nous rejoindre, viens faire la connaissance de la famille. » Valentine retira ses chaussures, puis pénétra dans le salon. Sur son canapé préféré, était assise une femme forte, d'une 50aine d'années, vêtue d'un gilet rose vif. À côté d'elle, avait pris place un homme maigre, aux cheveux clairsemés. À table, une adolescente, des écouteurs enfoncés dans les oreilles, ne daigna même pas lever les yeux de son téléphone. « Val, je te présente Lucille, la petite cousine de ma mère », introduisit Grégoire. « Et voici son mari, Stanislas, ainsi que leur fille, Christine. » Lucille se leva, affichant un large sourire. « Oh, Valérie, on se rencontre enfin. Grégoire nous a tellement parlé de toi. Nous sommes ravis de passer quelques jours chez vous. » Valentine lui serra la main machinalement, tout en se demandant, intérieurement, à quel moment son mari avait bien pu organiser cette visite. Le matin même, au petit-déjeuner, il n'en avait pas soufflé mot. « Asseyez-vous, faites comme chez vous », lança Stanislas, avec l'assurance du maître des lieux. On était en train de prendre le thé. On a beaucoup apprécié votre infusion. Oui, oui, délicieuse, renchérit son épouse. Et quel grand frigo vous avez. On y a déjà rangé nos courses, il y a tellement de place. Valentine sentit les muscles de sa nuque se crisper. Ils avaient rangé leurs courses dans son frigo, sans même lui demander la permission. Greg, je peux te voir une minute, demanda-t-elle, en faisant un signe de tête vers la cuisine. Dans la pièce, régnait un léger désordre. Sur la cuisinière, trônait une poêle avec des restes de poisson. Dans l'évier, s'entassaient des assiettes sales. Valentine ferma la porte, puis se tourna vers son mari. « Tu aurais pu me prévenir, que nous recevions de la visite, non ?» Grégoire écarta les bras, l'air coupable. « Ils ont appelé ce matin, alors que tu étais déjà parti travailler. Lucille m'a dit qu'elle devait venir à Paris, en urgence, pour des affaires. L'hôtel coûte cher, tu sais. Alors, je leur ai proposé de s'installer chez nous. C'est la famille, après tout. La famille de ta mère, que je vois pour la première fois de ma vie, rectifia Valentine. Et pourquoi rangent-ils déjà leurs provisions dans le réfrigérateur? Eh bien, ils ne savaient pas à quelle heure tu rentrerais, alors ils ont décidé de ne pas t'attendre. Lucille a fait frire du poisson. C'était vraiment très bon. Valentine prit une profonde inspiration. 20 années de mariage lui avaient appris à ne pas faire d'esclandre, pour de simples broutilles. Bon, quelques jours, ce n'était pas la mer à boire. D'accord, mais la prochaine fois, préviens-moi à l'avance, céda T.L. Où vont-ils dormir? On va déplier le canapé du salon, et Christine pourra s'installer sur le fauteuil. Valentine hocha la tête, puis retourna auprès des invités, en forçant un sourire. Excusez-moi pour ce contretemps. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas.
Oh, merci, ma chérie, se réjouit Lucille. De notre côté, on a déjà préparé le dîner. On a fait frire du poisson, et on a cuit des pommes de terre à l'eau. Venez vous asseoir à table. Pendant le dîner, les invités se montrèrent particulièrement bavards. Lucille raconta, en détail, sa vie à Limoges, se plaignit du coût de la vie, et s'émerveilla devant les boutiques parisiennes. Stanislas, de son côté, partageait ses opinions sur la politique et sur le prix de l'essence. Quant à Christine, elle restait muette, les yeux rivés sur son écran. Mais nos affaires risquent de traîner en longueur, soupira Lucille, en se versant une 3e tasse de thé. On devra peut-être rester une petite semaine, au lieu de quelques jours. De quelles affaires parlez-vous, s'enquit Valentine. Oh, des formalités d'héritage. La tante de Zénaïde a laissé un appartement. C'est pour ça qu'on règle les papiers, avec Zénaïde. Grégoire s'étouffa avec son thé. Maman est à Paris? Oh, tu n'étais pas au courant, s'étonna Lucille. Elle est arrivée hier, et elle a pris une chambre d'hôtel. Elle passera vous voir demain. Valentine sentit son estomac se nouer. Sa belle-mère était à Paris, et Grégoire l'ignorait. Ou bien, il le savait, mais avait gardé le silence. Maman ne m'avait pas dit qu'elle comptait venir, marmonna le mari. Elle voulait peut-être vous faire une surprise, suggéra Stanislas. Les mères sont toujours heureuses de revoir leurs enfants. Le reste de la soirée s'écoula dans une atmosphère pour le moins tendue. Valentine fit la vaisselle, pendant que les invités prenaient leur quartier dans le salon. Elle leur prépara des draps propres, apporta des oreillers supplémentaires, et put, enfin, s'isoler dans sa chambre. « Greg, je n'apprécie pas du tout que tu ne m'aies pas prévenu, » lui lança-t-elle, une fois qu'il fut couché à ses côtés. « Val, ne fais pas toute une histoire. C'est la famille, on ne peut pas refuser d'aider les gens. La famille, c'est toi et moi. Eux, ce sont des parents éloignés de ta mère, que je connais depuis exactement 5 heures. Ne sois pas si rigide. » Grégoire lui tourna le dos. « Tu peux bien supporter ça quelques jours. » Le lendemain matin, Valentine fut réveillée par des bruits provenant de la cuisine. Lucille s'affairait déjà, préparant du porridge tout en chantonnant. Dans le réfrigérateur, le yaourt habituel de Valentine avait disparu. Les invités l'avaient sans doute mangé la veille. « Bonjour », salua Valentine. « Oh, Valérie, vous êtes levée. J'ai préparé un bon porridge à l'avoine. C'est excellent pour l'estomac. » D'ordinaire, Valentine ne prenait son petit déjeuner chez elle que le week-end, préférant boire un café au bureau. Mais là, il lui semblait délicat de refuser. « Est-ce que Greg dort encore ? » Et non, il est parti il y a une demi-heure. Il a dit qu'il avait une urgence, au travail. C'était étrange. Jamais Grégoire ne partait travailler sans lui dire au revoir. Valentine avala quelques cuillerées, puis partit au bureau. Toute la journée, un sentiment de malaise refusa de la quitter. Le soir venu, elle passa au supermarché, pour acheter davantage de provisions. Après tout, il y avait des invités à la maison. De retour chez elle, la scène de la veille se répéta. Lucille préparait le dîner, Stanislas regardait la télévision, et Christine pianotait sur son téléphone. Mais, cette fois, une autre silhouette familière s'était jointe à eux. « Valérie » s'exclama Zénaïde, en se levant du canapé. « Comment vas-tu, ma chérie ?» La belle-mère paraissait en pleine forme, l'air ravi. Elle portait une robe flambant neuve, de couleur kaki, ainsi que des chaussures que Valentine ne lui connaissait pas. « Bonjour, Zénaïde » répondit Valentine, en s'efforçant de masquer son agacement. « Je suis passée voir Lucille, à son hôtel, et elle m'a dit, je loge chez Grégoire et Valérie. Alors, j'ai décidé de passer vous faire un petit coucou. » « Bien sûr, maman, entre, » intervint Grégoire, qui sortait tout juste de la salle de bain. Pendant le repas, Zénaïde se montra particulièrement enjouée. Elle parla de la chaleur étouffante de Marseille, fit l'éloge de l'air parisien, et posa de multiples questions sur la vie du jeune couple. « Avec Lucille, on a pris une décision, » annonça-t-elle,
en se servant une deuxième portion de salade. Le temps que les papiers se fassent, on va rester vivre à Paris. Lucille garde sa chambre d'hôtel, et moi, je m'installe chez vous. La famille m'a manqué. Valentine se figea, la fourchette en l'air. Vous vous installez? Eh oui, ma douce, pour un mois ou deux. De toute façon, vous avez une chambre d'amis qui est libre. Quelle chambre libre? S'étonna Valentine. Ben voyons, ton bureau. Il n'y a qu'une table et un ordinateur, là-dedans. Je vais acheter un petit canapé, et ça me fera une belle petite chambre. Zénaïde, c'est mon espace de travail, protesta Valentine. J'y travaille tous les soirs. Et tu ne peux pas travailler dans la cuisine? Ou dans la chambre? Ce n'est quand même pas un métier si prenant. Grégoire gardait le silence, fixant intensément son assiette. Valentine le regarda, espérant son soutien, mais son mari restait muet. Maman, ce n'est peut-être pas une bonne idée, finit-il par murmurer, d'une voix faible. Pas une bonne idée? Zénaïde haussa les sourcils. Un fils n'a plus besoin de sa mère? Mais si, bien sûr. C'est juste qu'en ce moment, ce n'est pas très pratique pour nous. Pas pratique? La belle-mère feignit la surprise. Qu'est-ce qui n'est pas pratique? L'appartement est grand, il y a de la place pour tout le monde. Lucille s'empressa de s'en mêler. Oh, Zénaïde, on pourrait peut-être prendre une chambre d'hôtel ensemble? Ce serait plus convivial. Quelle drôle d'idée, ma petite Lucille. Pourquoi gaspiller de l'argent, alors que mon propre fils a un toit à m'offrir? N'est-ce pas, Valérie? Tous les regards se tournèrent vers Valentine. Elle comprit que refuser directement la demande de sa belle-mère la ferait passer pour une femme cupide et inhospitalière. Mais accepter, c'était faire une croix sur son bureau, et sur sa tranquillité, pour une durée indéterminée. Bien sûr, parvint-elle à articuler, en se forçant. Installez-vous. Après le dîner, une fois que les invités furent occupés de leur côté, Valentine tenta d'avoir une explication avec son mari. Greg, j'ai l'impression que toute cette histoire est vraiment bizarre. Ta mère ne nous prévient pas de son arrivée, tes proches parlent de rester une semaine, puis soudainement un mois. Val, pourquoi tu te fais des films? Maman vieillit, elle se sent seule. Elle va rester un peu, et puis elle repartira. Et mon bureau, dans tout ça? Oh, ça va, tu travailleras ailleurs. Ce n'est pas la fin du monde. Pour toi, ce n'est pas un problème, parce que tu as un bureau en ville. Mais moi, j'effectue la moitié de mon travail à la maison. Dans ce cas, reste un peu plus longtemps à l'agence. Valentine réalisa que la discussion ne menait nulle part. Son mari n'avait visiblement aucune intention de prendre sa défense. Le lendemain, la situation ne fit qu'empirer. Zénaïde débarqua avec 3 énormes sacs et commença à prendre possession du bureau. Lorsque Valentine rentra du travail, elle découvrit que sa table d'ordinateur avait été repoussée dans un coin, et qu'un canapé tout neuf trônait au beau milieu de la pièce. Il est chouette, mon petit canapé, non, s'enorgueillit sa belle-mère. Pas cher, mais de très bonne qualité. Maintenant, j'ai ma propre petite chambre. Valentine contempla, en silence, son espace de travail, désormais coincé entre le divan et la fenêtre. Pour travailler, elle allait devoir s'asseoir de biais. Mais le véritable choc survint plus tard, dans la soirée. Au cours du dîner, Lucille laissa tomber, l'air de rien. On a discuté avec le notaire, aujourd'hui. Finalement, les papiers ne se feront pas si vite. Ça prendra bien 1 mois et demi, au bas mot. 1 mois et demi, répéta Valentine, abasourdie. Et oui, peut-être même 2. Un héritage, c'est toujours compliqué. Valentine jeta un coup d'œil à Grégoire, mais celui-ci fit mine d'être absorbé par le journal télévisé. Le soir même, alors qu'elle cherchait son chargeur, elle saisit, par erreur, le téléphone de son mari. Il possédait exactement le même modèle. L'écran s'alluma, dévoilant les dernières notifications. Valentine s'apprêtait à reposer l'appareil, quand elle lut le nom de l'expéditeur, Maman.
La curiosité l'emporta. Elle ouvrit la conversation, et resta pétrifiée. Les messages remontaient à plusieurs mois. Zénaïde avait écrit « Mon fils, il est temps d'habituer Valérie à la famille. Elle devient complètement incontrôlable. » Grégoire avait répondu « Maman, qu'est-ce que tu racontes ? Valérie est tout à fait normale. » Normale ? Elle ne te prépare même plus à manger. Elle achète des plats préparés, elle prend le pain au supermarché, et elle ne fait jamais le ménage. Regarde la poussière, sur l'armoire. Elle travaille beaucoup. Elle travaille. Mais elle refuse de créer un foyer chaleureux pour son mari. C'est ce qu'on appelle de l'égoïsme, pur et simple. La suite de la conversation devenait de plus en plus édifiante. Zénaïde avait élaboré un véritable plan de rééducation, à l'attention de sa belle-fille. Cet été, je viendrai avec Lucille, pour montrer à Valérie comment on tient une maison. Elle s'est complètement laissée aller. Maman, elle ne s'est pas laissée aller. Elle n'a juste pas le temps. Pas le temps ? Pour se faire les ongles, elle a le temps, mais pour son mari, non. Ses priorités sont mauvaises. Il faut lui réapprendre quelle est la place de la femme. Et comment tu comptes faire ça ? Tu verras bien. Je vais venir, injecter quelques valeurs familiales, rassembler la famille, et lui montrer ce qu'est un vrai foyer. Valentine faisait défiler les messages, sentant l'indignation monter en elle. La visite de la famille avait donc été planifiée de longue date, et Grégoire était parfaitement au courant. Dans les messages plus récents, il discutait des détails concrets. Lucille va prendre des billets pour un mois. Cette histoire de papier, c'est un excellent prétexte. Un mois, maman, c'est beaucoup trop long. Ce n'est pas trop long. Qu'elle s'habitue à la vie de famille. Elle s'imagine que le mariage, c'est quand le mari sert de domestique à sa femme. Valérie ne pense pas du tout ça. Ta femme pense de travers sur plein de sujets. J'ai bien vu comment elle te parle, sans aucun respect. Et toi, tu lui cèdes surtout. Maman, nous sommes des partenaires égaux. Égaux ? Dans une famille, il doit y avoir une hiérarchie. Le mari est le chef, la femme est son assistante. Votre truc, là, c'est de la foutaise démocratique. Valentine lut jusqu'au bout, les mains tremblantes de rage. Ainsi, depuis un mois, Grégoire connaissait le projet de sa mère, et n'en avait rien dit. Pire encore, il discutait, avec elle, des prétendus défauts de sa femme, et des moyens de la rééduquer. Mais le message le plus abject datait de la semaine précédente. Mon fils, j'ai besoin d'argent pour les billets. Et pour l'hôtel de Lucille, aussi. Maman, je suis un peu juste financièrement, en ce moment. Tire l'argent sur le compte commun. Valérie ne vérifie pas toutes les dépenses, si. Elle tient les comptes, oui. Eh bien, invente une excuse. Dis-lui que tu as eu une soirée d'entreprise, ou que tu as dû réparer la voiture. Juste en dessous, figurait la confirmation d'un virement de 300 €. Valentine verrouilla le téléphone, puis le reposa doucement à sa place. 300 € du budget familial, dépensés dans son dos, pour financer sa propre rééducation. Elle se dirigea vers la salle de bain, fit couler l'eau, et plongea son regard dans le miroir. 20 ans de mariage. Pendant 20 ans, elle avait cru que Grégoire était un partenaire, un égal, quelqu'un de compréhensif. Et il se révélait être un homme, qui la traitait avec sa mère, comme un problème à régler. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Valentine observa attentivement son mari. Grégoire se comportait exactement comme d'habitude, il lisait les nouvelles sur son portable, buvait son café, râlait contre les embouteillages. Mais, à présent, elle le voyait sous un jour entièrement nouveau. Cet homme complotait contre elle depuis 3 mois, et malgré cela, il l'embrassait chaque matin en partant. Greg, finit-elle par dire, il faut qu'on parle de nos finances. Il leva les yeux de son écran. Quelles finances ? J'ai vérifié nos relevés de compte, hier. Il y a une dépense inhabituelle de 300 € le mois dernier. Valentine scrutait le visage de son mari.
L'espace d'une seconde, une lueur de panique traversa son regard, mais il se reprit aussitôt. Ah ça! J'ai dû emmener la voiture au garage. Il fallait changer les plaquettes de frein. Et où est la facture? La facture? Je l'ai sans doute perdue, ou laissée dans la boîte à gants. D'accord, j'irai jeter un œil, acquiesça Valentine. Évidemment, il n'y avait aucune facture dans la boîte à gants, pas plus qu'il n'y avait de traces de réparation sur la voiture. Le soir même, la tension monta d'un cran supplémentaire. Pendant le repas, Zénaïde fit une nouvelle annonce. Je me disais, on pourrait peut-être inviter d'autres membres de la famille? C'est si rare qu'on soit tous à Paris. Ce serait merveilleux de réunir tout le clan. Quels autres membres? Demanda Valentine, sur la défensive. Eh bien, mon cousin Germain, Pierre, qui vit à Orléans. Et ma nièce de Clermont-Ferrand, on ne s'est pas vu depuis une éternité. Maman, commença Grégoire, mais sa mère le coupa aussitôt. Quoi, maman? Rassembler la famille, c'est une mauvaise chose, maintenant? Valérie n'y voit pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Tous les regards convergèrent, une fois de plus, vers Valentine. Lucille affichait un sourire d'encouragement. Stanislas hochait la tête, d'un air entendu. Même Christine s'arracha à son écran, pour guetter la réponse. Combien de personnes, exactement? Interrogea Valentine. Oh, très peu. Pierre et sa femme, la nièce avec son mari et leur fille. 5 personnes, en tout. 5 personnes de plus, dans notre appartement. Mais ils ne resteront pas longtemps. Juste une petite semaine, le temps de faire connaissance, et de visiter un peu la capitale. Valentine sentit qu'elle atteignait le point de rupture. D'abord, des invités imprévus pour 2 jours, qui s'éternisent sans date de départ. Ensuite, une belle-mère qui colonise son bureau. Et maintenant, 5 autres membres de la tribu. Et où vont-ils dormir? Demanda-t-elle, sèchement. Bah, on s'arrangera bien. Le salon est grand, on peut ajouter un matelas pneumatique. Et puis, on mettra un petit canapé dans la cuisine. Un canapé, dans la cuisine? Pourquoi pas? Il y a de la place. Et puis, c'est la famille, on peut faire un effort. Valentine se leva de table, d'un bond. Excusez-moi, j'ai besoin de réfléchir. Elle fila se réfugier dans sa chambre, et s'assit au bord du lit. 5 personnes de plus. Dans un appartement de 3 pièces, où campaient déjà 4 invités indésirables, il serait bientôt 9. Où pourrait-elle travailler? Où pourrait-elle dormir? Où trouverait-elle le moindre instant de paix? Mais le plus insupportable, c'était de savoir que Grégoire avait prémédité tout cela. Pendant des mois, il avait tranquillement tissé sa toile, et elle n'y avait vu que du feu. Valentine sortit son téléphone, puis ouvrit son application bancaire. C'était bien ça, un autre virement, de 200 €, effectué 3 jours plus tôt. Le prétendu cadeau d'anniversaire pour la mère de Greg, lui avait-il expliqué alors. Sauf que Zénaïde fêtait son anniversaire en octobre. Elle se leva, et s'approcha de la fenêtre. Dehors, les lampadaires brillaient, éclairant les rares passants. C'était la vie urbaine classique, où chacun possède son propre foyer, son propre territoire, ses propres limites. Elle, en revanche, n'avait plus rien de tout cela. À cet instant, la porte s'entr'ouvrit, et Grégoire apparut. « Val, pourquoi tu te mets dans cet état? » Maman ne pensait pas à mal. Elle ne pensait pas à mal? Valentine pivota vers lui. « Greg, il y a déjà 4 personnes chez nous, que je connais à peine. Mon bureau n'existe plus. L'argent disparaît de notre compte commun. Et maintenant, ta mère veut amener 5 personnes de plus. Oh, ça va, on va se serrer un peu, c'est tout. » Se serrer? Je suis déjà à l'étroit, dans mon propre appartement. Valérie, c'est la famille. Tu ne pourrais pas faire un petit effort, pour une fois? Valentine dévisagea son mari. Cet homme, un peu enrobé, au caractère doux, qui lui avait semblé si fiable et compréhensif, pendant 20 ans. Et soudain,
elle réalisa une chose, elle ne le connaissait pas du tout. Celui qu'elle prenait pour son partenaire, la considérait, en réalité, comme un obstacle à rééduquer. « Tu sais quoi, Greg, déclara-t-elle, d'une voix soudainement très calme. Vas-y, appelle toute ta famille. Dis-leur de venir, tous en même temps. Grégoire la dévisagea, médusé. Sérieusement? Très sérieusement. Mais à une seule condition. Laquelle? Valentine s'approcha du meuble de l'entrée, attrapa son trousseau de clés, et le tendit à son mari. Tiens, prends mes clés. Puisque tu as décidé de transformer notre maison en auberge de jeunesse, gère-la toi-même. Moi, je déménage. Quoi? Valérie, qu'est-ce que tu racontes? Exactement ce que je pense. Je vais louer un appartement, et je pars m'y installer. Et vous, vous pourrez vivre ici avec toute votre tribu, autant que vous voudrez. Mais tu ne peux pas juste faire tes valises et partir comme ça. Ah bon? Pourquoi je ne pourrais pas? Toi, tu as bien pu inviter toute une foule de gens chez nous, sans même me demander mon avis. Grégoire restait planté là, les clés à la main, la bouche grande ouverte. Il ne s'attendait manifestement pas à un tel revirement. Valérie, je t'en prie, discutons. Discuter de quoi? Pendant 20 ans, j'ai cru que nous formions une équipe, mais en fait, tu passais ton temps à me critiquer avec ta mère, et à élaborer des plans pour me corriger. Mais comment tu? Valentine laissa échapper un rire amer. Ton téléphone, mon chéri. Une correspondance vraiment très instructive. Le visage de Grégoire devint blême. Il comprit que son manège était démasqué. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est très exactement ce que je crois. Tu penses que je suis une mauvaise épouse, qu'il faut remettre à sa place. Ta mère considère que je suis une égoïste, à qui l'on doit inculquer les vraies valeurs familiales. C'est parfait. Donnez-vous des leçons mutuellement, mais ce sera sans moi. Valentine sortit un sac de voyage, et commença à y fourrer ses affaires. Grégoire restait à côté d'elle, l'air complètement désemparé. Mais où vas-tu aller? Chez une amie pour commencer, et demain, je me mettrai en quête d'un appartement. Avec quel argent? Avec le mien. J'ai un travail et un salaire, si tu l'avais oublié. Valérie, ne sois pas cruelle. On peut tout arranger. Le temps des discussions est révolu. C'est quand tu as comploté avec ta mère, pendant 3 mois, pour organiser ma petite rééducation, qu'il fallait discuter. Elle ferma son sac d'un coup de fermeture éclair sec, puis se dirigea vers la porte. Grégoire tenta de lui barrer le passage. Attends. Qu'est-ce que je vais dire à maman? Et à la famille? Dis-leur la vérité, que ta femme s'est avérée un peu moins docile que ce que vous espériez. Valentine quitta la chambre, traversa le salon, où les invités regardaient encore la télévision, et se dirigea vers l'entrée. Grégoire la rattrapa de justesse. Val, tu es sérieuse? Elle fit volte-face. Dans le salon, les conversations s'étaient éteintes, visiblement, tout le monde tendait l'oreille. Greg, en 20 ans de mariage, je ne t'ai jamais posé le moindre ultimatum. Je ne t'ai jamais forcé à choisir entre moi et ta mère, je n'ai jamais rien exigé d'impossible. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais quelle goutte d'eau? Maman a juste. Ta mère a organisé une véritable opération militaire contre moi. Avec ta complicité active. Vous avez détourné l'argent de notre compte commun, pour financer mon redressement moral. Et tu pensais vraiment que je ne m'en apercevrais pas? Des chuchotements s'élevèrent du salon. Zénaïde apparut dans l'encadrement de la porte. Valérie, que se passe-t-il? Pourquoi ces cris? Demandez donc à votre fils, répliqua Valentine, en enfilant sa veste. Grégoire, que signifie tout ça? Grégoire lança un regard suppliant à sa mère, puis à sa femme. Maman, Valérie est un peu à bout de nerfs. Elle veut aller vivre seule quelque temps.
Vivre seule, s'étrangla Zénaïde. Une femme qui quitte son mari? Mais qu'est-ce que c'est que ces mœurs? Ce sont les mœurs d'une femme que l'on trahit, et dont on dépense l'argent dans son dos, trancha Valentine, en ouvrant la porte palière. Attends. Grégoire lui attrapa le bras. On peut régler ça, je te le jure. Je vais dire à la famille de ne pas venir. Il est trop tard, Greg. Tu as révélé ton vrai visage. Quel vrai visage? Je n'ai rien fait de mal. Valentine dégagea son bras, et toisa son mari avec intensité. Tu as planifié, avec ta mère, pendant 6 mois, la meilleure façon de me rendre plus malléable. Tu as puisé dans nos économies, et tu m'as menti en me regardant dans les yeux. Tu as fait entrer, sous notre toit, des gens qui s'y comportent désormais en maîtres absolus. Et tu estimes n'avoir rien fait de mal? Je voulais juste que tu sois plus proche de ma famille. Je n'ai aucune envie d'être proche de gens qui me considèrent comme une anomalie à corriger. Valentine sortit de l'appartement et s'arrêta sur le palier. La porte se referma derrière elle, mais elle pouvait encore entendre les voix étouffées, à l'intérieur. Zénaïde parlait à son fils, sur un ton très agité. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de son amie. Céline, c'est moi. Est-ce que je peux venir dormir chez toi, ce soir? Je t'expliquerai tout en arrivant. En descendant l'escalier, Valentine ressentit une étrange sensation de légèreté. Pour la première fois depuis des semaines, elle pouvait respirer à plein poumon. Certes, l'avenir était incertain, il faudrait chercher un appartement, s'expliquer avec ses amis, surmonter d'éventuelles difficultés financières. Mais tout cela valait mieux que de vivre dans une maison, où on la prenait pour une égoïste qu'il fallait recadrer. Le taxi arriva rapidement. En s'asseyant sur la banquette, Valentine se retourna pour observer les fenêtres de son appartement. La lumière y brillait toujours, et des silhouettes s'agitaient. Nul doute que son départ théâtral devait faire l'objet d'un débat passionné. « Où va-t-on, madame » demanda le chauffeur. Valentine indiqua l'adresse de son ami, puis se laissa glisser contre le dossier. Intéressant de savoir ce qu'allait bien pouvoir inventer Grégoire, pour se justifier auprès de sa famille. Que sa femme était une ingrate? Qu'elle méprisait les liens du sang? Ou bien finirait-il par admettre qu'il avait franchi la ligne rouge? Que escroquer sa propre épouse, pour financer sa rééducation, était une ignominie? Valentine esquissa un sourire amer. Ayant partagé la vie de Grégoire pendant 20 ans, elle savait pertinemment qu'il préférait se faire passer pour une victime, plutôt que de reconnaître ses torts. Son téléphone se mit à vibrer. Un SMS de son mari, Val, ne fais pas de bêtises. Rentre à la maison, on va tout arranger. Elle ne prit pas la peine de répondre. Il n'y avait plus rien à arranger. Les masques étaient tombés, la partie était finie. Un second message s'afficha, maman dit que tu as mal interprété les choses. Elle voulait juste bien faire. Valentine mit son téléphone sous silence. Demain serait un autre jour, le premier d'une nouvelle vie. Une vie sans personne pour lui dicter sa conduite, sans mari pour la rabaisser auprès de tiers, et sans belle-mère pour tenter de la formater. Le taxi s'immobilisa devant l'immeuble de son ami. Valentine régla la course, puis mit pied à terre. Au-dessus d'elle, brillaient les fenêtres de l'appartement de Céline, promesse de chaleur, de confort et de sécurité. Elle gravit les marches, et sonna à la porte. Céline ouvrit presque immédiatement, elle guettait visiblement son arrivée. « Val, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es blanche comme un linge. Je peux entrer? Je vais tout te raconter, depuis le début. » Installée dans la cuisine douillette de Céline, devant une tasse de thé fumant, Valentine relata toute l'histoire, le débarquement surprise des invités, les échanges de messages avec la belle-mère, l'argent détourné, et le grand complot de redressement moral. Céline écoutait, effarée, en secouant la tête. « Val, je n'arrive pas à y croire. Greg a toujours eu l'air d'un type si réglo. C'est ce que je croyais aussi. Pendant 20 ans. Et qu'est-ce que tu comptes faire, maintenant? Chercher un appartement,
et vivre ma vie, de mon côté. Et le divorce? Valentine resta pensive. Elle n'y avait pas encore sérieusement réfléchi. Mais comment continuer à partager la vie d'un homme, qui vous perçoit comme un dysfonctionnement à réparer? Je n'en sais rien pour le moment. Je dois d'abord régler la question du logement. Reste ici le temps qu'il faudra, proposa Céline. J'ai un lit de camp très confortable. Merci du fond du cœur, sourit Valentine. Bien heureusement qu'il y a des personnes sur qui compter dans l'adversité. Cette nuit-là, elle mit un temps infini à trouver le sommeil. Des bribes de conversation, des passages des messages de son mari, et le visage triomphant de sa belle-mère tournaient en boucle dans son esprit. 20 années de vie commune, réduites à néant en l'espace d'une semaine. Ou plutôt, elles n'avaient pas été réduites à néant, le voile s'était simplement levé sur leur véritable nature. Grégoire ne l'avait jamais vue comme une partenaire à part entière. Il avait juste su cacher son jeu, avec brio. Et lorsque l'occasion s'était présentée de la corriger, sous la pression maternelle, il s'était engouffré dans la brèche. Le lendemain matin, Valentine s'éveilla l'esprit clair, avec un plan d'action bien défini. Primo, trouver un appartement à louer. Secondo, récupérer ses affaires. Tertio, statuer sur l'avenir de son mariage. Pendant le petit déjeuner, Céline s'enquit de la situation. Greg a appelé? Non, il doit être trop occupé à se justifier auprès de sa famille. Il te manque? Valentine s'interrogea. Est-ce que son mari lui manquait? Sa maison? Son train-train quotidien? Tu sais quoi? Non. Pour la première fois depuis une semaine, j'ai dormi sur mes deux oreilles. Je n'ai entendu personne ronfler dans la pièce d'à côté. Personne ne s'est comporté, chez moi, comme en terrain conquis. C'est le signe que tu as pris la bonne décision. Oui, il ne me reste plus qu'à aller jusqu'au bout. Valentine finit son café, puis s'empara de son téléphone. Il était temps de chercher un nouveau toit, pour une nouvelle vie. Au même instant, la sonnerie retentit. Sur l'écran, s'affichait le nom de Grégoire. Valentine interrogea son ami du regard. Je décroche? C'est à toi de voir. Valentine pressa le bouton vert. Je t'écoute. Valérie, merci de m'avoir répondu. La voix de son mari trahissait une profonde fatigue. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je t'en prie, vas-y. J'ai appelé le reste de la famille, pour leur dire que ce n'était plus la peine de venir. Et j'ai demandé à maman de rentrer à Marseille. Lucille et les autres sont partis, eux aussi. Valentine haussa les sourcils, stupéfaite. Elle ne s'attendait certainement pas à ça. Et pour quelle raison? Parce que j'ai réalisé que tu avais raison. Je me suis très mal comportée. Et maintenant? Reviens à la maison, je t'en supplie. On va pouvoir discuter sereinement. Valentine laissa planer un silence. D'un côté, Grégoire avait accédé à sa requête, il avait congédié sa famille, et reconnu ses torts. De l'autre, la confiance était fondamentalement brisée. Entendu, finit-elle par lâcher. Mais je vais quand même rester ici pour l'instant. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Combien de temps? Je l'ignore. L'avenir nous le dira. Après avoir raccroché, Valentine fut envahie de sentiments contradictoires. Certes, Grégoire semblait faire des concessions, mais quelque chose, dans le son de sa voix, la mettait sur la réserve. Il avait accepté de chasser sa famille avec une rapidité suspecte. Le soir venu, Céline rentra du travail avec des nouvelles de première main. Val, Thérèse, ma voisine d'en face, m'a passé un coup de fil aujourd'hui. Elle m'a dit, il y a eu un défilé de gens avec des bagages, chez toi, toute la journée. Quel genre de gens? Eh bien, ta belle famille, manifestement. Elle m'a dit qu'il devait être 7, avec d'énormes valises. Valentine fronça les sourcils. Grégoire lui avait pourtant assuré qu'il avait renvoyé tout le monde. Si des gens débarquaient encore avec des valises.
Elle composa précipitamment le numéro de son mari. Greg, tu m'avais bien dit que la famille était partie? Oui, tout le monde est parti. Alors, qui sont ces gens, qui ont défilé chez nous, avec leurs bagages, toute la journée? Un silence pesant s'installa. Puis, une voix hésitante répondit. Ce sont d'autres membres de la famille. Quels autres membres? Eh bien, oncle Pierre et sa femme sont arrivés. Ils étaient déjà en route hier, je n'ai pas pu annuler leur venue. Valentine sentit son sang bouillir. Greg, tu es encore en train de me mentir? Je ne mens pas. C'est juste qu'ils étaient déjà sur la route. Et les 5 autres personnes? Quelles 5 personnes? Les voisins ont aperçu cet individu avec des valises. Nouveau blanc au bout du fil. Valentine comprit que son mari se moquait éperdument d'elle. Très bien, dit-elle d'un ton glacial. Demain, je passerai récupérer mes affaires, et on comptera, ensemble, combien de personnes squattent notre appartement. Elle coupa la communication, et regarda Céline droit dans les yeux. Tu sais quoi? Je crois que j'ai pris la bonne décision. Il ment encore. Encore? C'est devenu une seconde nature chez lui, on dirait. Valentine se laissa retomber dans son fauteuil. Grégoire n'avait renvoyé personne, bien au contraire, il s'était contenté de lui mentir pour l'apaiser, et la faire revenir au bercail. Et là-bas, l'attendait une horde familiale encore plus nombreuse. Que espérait-il, au juste? Qu'en découvrant la maison pleine à craquer, elle se résignerait? Ou s'imaginait-il pouvoir lui mentir indéfiniment? Quoi qu'il en soit, la situation était désormais limpide. Grégoire n'avait pas changé, et n'avait aucune intention de le faire. Il cherchait simplement à étouffer l'affaire. Mais Valentine n'était plus cette femme soumise, prête à tolérer les mensonges et les manipulations. Dès le lendemain, elle récupérerait ses affaires, et lancerait la procédure de divorce. 20 ans de mariage venaient de s'achever. Le lendemain, Valentine se résolut tout de même à retourner chez elle. Non pas parce qu'elle accordait le moindre crédit à Grégoire, mais parce que la fuite ne réglait rien. Il lui fallait récupérer ses documents, ses dossiers professionnels, et statuer sur la suite des événements. En gravissant les marches, elle perçut des éclats de voix, dès le 3e étage. Depuis leur appartement, s'échappaient des rires, de la musique, et des bruits de vaisselle. Valentine s'immobilisa devant la porte, tendant l'oreille. À l'évidence, le nombre de convives avait encore augmenté. Elle introduisit sa clé dans la serrure, et resta pétrifiée d'effroi. L'entrée débordait de manteaux et de chaussures inconnus. De la cuisine, dépassait la tête d'une dame âgée, aux yeux foureteurs, tandis qu'un brouhaha indescriptible s'élevait du salon. « Ah, Valérie est de retour !» s'exclama Zénaïde, en surgissant dans le couloir. « Quelle merveilleuse nouvelle ! Je te présente tante Claudine, ma cousine Germaine de Rouen. » Tante Claudine se révéla être une petite vieille dynamique, dotée d'une voix perçante. « Oh, mais c'est vrai que tu es maigre comme un clou. Zénaïde m'avait dit que tu ne mangeais rien. Ce n'est pas bon pour la santé, ma petite. Les hommes aiment les femmes qui ont des formes, tu sais. » Valentine balbutia un bonjour embarrassé, puis pénétra dans le salon. Le spectacle dépassait ses pires cauchemars. Sur le canapé, s'entassaient 4 parfaits inconnus. Autour de la table, 3 autres personnes avaient pris place, pendant que 2 enfants chahutaient sur le tapis. « Et voici la maîtresse de maison », annonça solennellement Zénaïde. « Valérie, je te présente toute la famille. Ce sont des gens formidables. » Grégoire, recroquevillé dans un coin, affichait une mine repentante, et fuyait le regard de sa femme. Lorsque leurs yeux se croisèrent enfin, il écarta les bras avec impuissance, comme pour dire « Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ?»« Vous êtes combien, au juste ?» demanda Valentine à mi-voix, une fois qu'elle eut réussi à isoler son mari dans la cuisine. « Ben, une dizaine, marmonna-t-il. 11, peut-être. Mais les enfants sont petits, ça ne compte pas vraiment. 11 personnes, dans notre 3 pièces? Valérie, ils ne sont là que pour quelques jours. Et puis,
maman a si rarement l'occasion de voir ses proches. C'est alors que Zénaïde fit irruption, avec l'air d'un général en chef. Valérie, ma chérie, il faut qu'on clarifie les questions de logistique. Quand on est nombreux, il faut de l'organisation. Elle exhiba un petit carnet et un stylo. J'ai établi un planning pour la salle de bain. Pour toi et Greg, c'est quartier libre de 7h à 8h du matin, et de 22h à 23h. Le reste du temps, c'est réservé à la famille. Un planning, répéta Valentine, incrédule. Évidemment, sinon ce sera la foire d'empoigne. Pour la cuisine, jusqu'à 9h du matin, et après 21h, elle est à toi. Le reste de la journée, c'est la famille qui prépare les repas. C'est plus équitable. Valentine foudroya sa belle-mère du regard, puis se tourna vers son mari. Zénaïde, c'est chez moi, ici. Allons, ma douce, ne dis pas de bêtises. La famille, c'est sacré, on partage tout. Et en tant qu'aîné, il est de mon devoir de faire régner l'ordre, sinon, ce sera le chaos. Maman a raison, intervint soudain Grégoire. Quand on est aussi nombreux, il faut de la discipline. Valentine sentit sa mâchoire se décrocher. Son mari soutenait sa mère, qui venait d'instaurer un emploi du temps strict, pour l'utilisation de son propre appartement. Et où tout ce beau monde va-t-il dormir, sans qu'elle? Tout est réglé comme du papier à musique, plastronna Zénaïde. 4 dans le salon, sur le canapé et les fauteuils, et 2 dans la cuisine, sur un lit pliant. Tante Claudine et moi, on prend ton bureau. Et les jeunes vont s'installer dans le couloir. Dans le couloir? Il y a assez de place, selon vous? On mettra des matelas par terre. Les jeunes, ça dort n'importe où. Valentine laissa errer son regard dans la cuisine, où pendaient déjà des serviettes inconnues, et s'empilaient d'étranges casseroles. Sur le rebord de la fenêtre, du linge séchait, et des jouets d'enfants jonchaient la table. « Et c'est censé être temporaire ?» demanda-t-elle, d'une voix blanche. « Bien sûr, ma chérie. 1 mois ou 2, et tout le monde rentre chez soi. » Le soir venu, Valentine tenta de travailler un peu dans son bureau, mais constata que sa table d'ordinateur croulait sous les affaires de tante Claudine. Cette dernière y avait étalé ses piluliers, ses pommades, et ses magazines de mots fléchés. « Tante Claudine, j'ai besoin de travailler, » dit poliment Valentine. « Oh, tu ne pourrais pas te mettre ailleurs ? J'ai bien étalé mes médicaments, sinon j'oublie toujours l'heure de mes prises. Mais c'est mon espace de travail, ici. Bah, pousse-toi un petit peu, il y a de la place pour 2. Valentine s'assit de biais, coincée entre le dossier du canapé et la vitre de la fenêtre. Travailler dans de telles conditions relevait du miracle. Au bout d'une demi-heure, elle jeta l'éponge, et s'enferma dans la chambre à coucher. Le lendemain, la situation s'aggrava encore. Au petit déjeuner, tante Claudine l'examina longuement, par-dessus ses lunettes. « Dis-moi, ma petite, pourquoi as-tu le teint si pâle, et la peau sur les os? C'est parce que tu n'as pas d'enfant, c'est ça? » Pardon. Valentine s'étrangla avec son café. Et oui, quand une femme ne procrée pas, son métabolisme en prend un coup. Les hormones se dérèglent. D'où cette pâleur maladive. Zénaïde ne se fit pas prier pour en remettre une couche. J'ai glissé un mot de vos petits soucis, à tante Claudine. Elle a été herboriste pendant des années, elle connaît les maladies féminines sur le bout des doigts. Quel petit souci? Valentine dévisagea sa belle-mère. Eh bien, mon enfant, tu ne peux pas avoir de bébé, voyons. Il faut te soigner. Zénaïde, qui vous a mis en tête que je ne pouvais pas avoir d'enfant? C'est l'évidence même. 20 ans de mariage, et pas un seul poupon. Ça cache forcément un problème médical. Valentine sentit le rouge lui monter aux joues. Grégoire et moi avons décidé, d'un commun accord, de ne pas faire d'enfant. Un silence de mort s'abattit sur la tablée. L'assistance, qui comptait bien cette personne, fixa Valentine, avec des yeux ronds comme des soucoupes, comme s'il s'agissait d'une extraterrestre. Comment ça,
d'un commun accord, finit par souffler tante Claudine. C'est très simple. Nous avons choisi de profiter de la vie, tous les deux. Profiter de la vie, sorrifia Lucille. Mais pourquoi t'être mariée, alors? Pour être avec l'homme que j'aime. Zénaïde secoua la tête, avec réprobation. Je vois le genre. L'égoïsme absolu, pur et dur. Et tu as demandé son avis à Greg, au moins? Est-ce qu'il en voulait, lui, des enfants? Valentine tourna la tête vers son mari. Grégoire sondait le fond de son assiette, feignant la surdité la plus totale. Greg, réponds-moi. Tu en voulais, des enfants, le somma directement sa mère. Grégoire releva la tête, laissa passer un silence, puis lâcha dans un souffle. Eh bien, dans l'absolu, oui, j'en voulais. Valentine eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. 20 ans plus tôt, ils avaient passé un pacte très clair, pas de bébé. À l'époque, Grégoire avait soutenu cette décision à 100%. Tu vois, Valérie, triompha Zénaïde. L'homme est programmé pour perpétuer la lignée, et tu l'as privé de cette joie. Mais nous en avions discuté longuement, bafouilla Valentine. Les hommes disent parfois oui, pour ne pas contrarier leur épouse, pontifia sagement tante Claudine. Et après, ils souffrent le martyre, tout le reste de leur vie. Greg, c'est la vérité? Valentine interrogea son mari du regard. Grégoire haussa tristement les épaules. Bah, je n'ai pas voulu forcer les choses. Tu étais contre, je n'ai pas insisté. Mais tu étais contre, toi aussi, dès le départ. Pas contre. Hésitant, plutôt. Je me disais qu'avec le temps, tu changerais peut-être d'avis. Valentine repoussa violemment sa chaise, et se leva. Ainsi, pendant 2 décennies, son mari avait secrètement nourri des désirs de paternité, sans jamais en piper mot, et maintenant, il la faisait passer pour un monstre d'égoïsme, devant une assemblée d'inconnus. Ne te mets pas Martel en tête, ma petite, la consola doucement tante Claudine. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vais te préparer quelques tisanes, souveraines pour la conception. J'ai 45 ans, répliqua sèchement Valentine. Et alors? Ma voisine a accouché à 47 ans. La nature est bien faite, quand elle veut, elle peut. Le reste du petit déjeuner se résuma à un colloque sur les vertus thérapeutiques des plantes, et sur les maternités tardives. Valentine resta muette, digérant la trahison qu'elle venait d'encaisser. Sa belle-mère colportait donc, depuis des années, la rumeur de sa stérilité. Et Grégoire, non content de ne pas démentir ces bruits de couloir, les validait implicitement, en laissant entendre qu'il avait toujours rêvé de pouponner. Le soir venu, elle tenta de confronter son mari. « Greg, pourquoi ne pas avoir dit la vérité à ta famille, au sujet des enfants? » Quelle vérité? Que c'est un choix de vie, assumé à 2. Pourquoi n'as-tu pas protesté, quand ta mère criait sur les toits que j'étais malade? Grégoire se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. Enfin, je ne pouvais quand même pas la contredire. Elle est âgée, elle a sa propre vision des choses. Greg, tu l'as laissé croire, pendant 20 ans, que j'avais un problème médical. Valérie, qu'est-ce que ça change, aujourd'hui? On ne va pas refaire l'histoire. Et ce que tu as balancé ce matin, sur ton fameux désir de paternité? Bah, c'est vrai que j'en voulais un peu. C'est dans la nature d'un homme. Alors pourquoi t'être-tu? Tu aurais dû m'avouer franchement que tu avais changé d'avis. Et tu aurais accepté? Valentine accusa le coup. Aurait-elle consenti à faire un enfant à 40 ans, juste pour faire plaisir à son mari? Probablement pas. Je n'en sais rien, avoua-t-elle avec franchise. Mais au moins, j'aurais eu le choix. Tu vois bien. Pourquoi remuer le couteau dans la plaie, alors? Ce raisonnement acheva de stupéfier Valentine. Aux yeux de Grégoire, il était donc parfaitement normal de dissimuler ses véritables envies, pour éviter le conflit, tout en autorisant sa mère à dénigrer sa femme en place publique. Au bout d'une semaine, la coupe était pleine. Chaque jour,
Tante Claudine essayait de lui faire ingurgiter ses fameuses décoctions. Les autres membres de la famille la couvaient d'un regard pitoyable, comme on observe une malade en phase terminale. Quant à Zénaïde, elle déblatérait, de plus en plus fort, sur la décadence des valeurs familiales chez les jeunes générations. La rupture définitive se produisit le mercredi. En rentrant du travail, Valentine constata qu'un grand nettoyage de printemps était en cours. Tous ses effets personnels avaient été mis en carton, puis entassés sur le balcon. « Valérie, on a décidé de faire un peu d'ordre », lui expliqua Zénaïde. Il y avait un bric-à-brac pas possible. Quel bric-à-brac ? Mais tous ces livres, et ces paperasses. À quoi bon conserver autant de vieilleries ? Valentine jeta un œil par la porte-fenêtre. Dans ces cartons, s'entassaient ses diplômes, ses albums photos, ses documents importants, ses romans favoris. Tout ce qui donnait une âme à cet appartement. Ce ne sont pas des vieilleries, ce sont mes affaires personnelles. Ma douce, la place manque cruellement, et la famille est nombreuse. Il a bien fallu fixer des priorités. Et la famille passe avant le reste, corrobora Grégoire, qui venait d'entrer dans la pièce. Valentine foudroya son mari du regard. « Tu as laissé ta mère jeter mes affaires dehors ? » Pas dehors, on les a juste stockées sur le balcon. Provisoirement. Et si la pluie les abîme ? Valérie, il n'y a pas mort d'homme. L'essentiel, c'est que la famille soit réunie. À ce moment précis, Lucille fit irruption, en âge et essoufflée. Zénaïde. Vous ne devinerez jamais. Le cousin de Clermont-Ferrand vient d'appeler. Ils montent à Paris, eux aussi, avec toute la marmaille. Combien sont-ils, sans qui la belle-mère ? Oh, pas grand monde, 5 personnes. Peut-être 6, s'ils embarquent la belle-mère. Zénaïde se gratta le menton, pensive. Où va-t-on bien pouvoir les loger ? Ça commence à faire juste. Eh bien, on n'a qu'à organiser une grande fête, proposa tante Claudine. Mes 70 ans approchent à grands pas. On pourrait célébrer ça ici. Quel anniversaire, s'alarma Valentine. Je souffle mes 70 bougies dans 2 semaines. Je comptais fêter ça à Rouen, mais puisque l'occasion se présente à Paris, pourquoi s'en priver ? Dans M1 appartement, s'étrangla Valentine. Ben oui, ma chérie. Où veux-tu qu'on aille ? Ça attirera encore plus de monde. On va bien s'amuser. Combien d'invités ? Oh, une petite vingtaine, à vue de nez. Peut-être un peu plus, la famille s'agrandit. Valentine sentit sa tête tourner. 20 personnes pour un anniversaire, dans un 3 pièces parisien ? Mais où tout ce monde va s'asseoir ? Bah, à la fortune du pot, balaya tante Claudine d'un revers de main. Les jeunes se tasseront dans le couloir, les anciens prendront les chambres. D'ailleurs, Valérie, je te conseille d'aller crécher chez une copine, pendant ce temps-là. Chez une copine ? Mais pourquoi ? Ben, on va manquer d'espace, et un jubilé, c'est sacré, on ne vit ça qu'une fois. Grégoire acquiesça vigoureusement. Maman a raison. On ne fête pas ses 70 ans tous les jours. Valentine laissa son regard balayer lentement la pièce. Son appartement était squatté par une cohorte d'étrangers. Ses effets personnels prenaient l'humidité sur le balcon, son espace de travail était annihilé, l'accès à sa cuisine et à sa salle de bain était rationné. Et pour couronner le tout, on prévoyait de lui imposer une réception de 20 personnes, tout en lui demandant de déguerpir. « Tu sais quoi ?» dit-elle, en se tournant vers son mari. « Tu as raison. La famille, c'est sacré. » Grégoire afficha un sourire de soulagement. « C'est bien que tu le prennes comme ça. » « Je le prends très bien, » acquiesça Valentine. « Ta mère débarque chez nous, avec toute sa famille, pour tout l'été ? Parfait. Dans ce cas, je pars en vacances en Grèce, et tu te débrouilleras pour les divertir. Je ne suis ni votre clown, ni votre bonne, déclara-t-elle, d'une voix cinglante. Le mari fut glacé par ces mots, mais la plus grande surprise l'attendait encore.
Cette tirade explosa dans le salon avec la violence d'une bombe. L'espace de quelques secondes, un silence de cathédrale s'abattit sur la pièce. Les tasses restèrent figées en l'air. Les enfants cessèrent de jacasser. Même le volume de la télévision parut soudain assourdissant. Zénaïde fut la première à recouvrer ses esprits. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» « Exactement ce que je pense, » répéta Valentine, avec un calme olympien. « Organisez votre petite sauterie entre vous. Je n'y participerai pas. »« Valérie, tu couves une maladie ou quoi ?» s'inquiéta tante Claudine. « C'est la migraine qui te fait délirer ?» « Mes nerfs vont très bien, et ma tête aussi. Ce qui me rend malade, c'est le tissu de mensonges et le sans-gêne permanent, dans ma propre maison. » Grégoire bondit de son siège. « Valérie, tu ne peux pas faire une scène pareille devant les invités. » « Ah, parce que jeter mes affaires sur le balcon, devant les invités, c'est permis. Étaler ma vie intime devant les invités, c'est autorisé. » « Mais enfin, nous sommes une famille, » tenta de tempérer Lucille. « Nous ne sommes pas une famille. La famille repose sur le respect mutuel. Ici, je ne suis qu'une malade égoïste, qu'il faut bourrer de tisane. » « Personne n'a dit que tu étais malade, » s'offusqua Zénaïde. « Vraiment ? Alors pourquoi avez-vous passé une demi-heure, ce matin, à épiloguer sur ma prétendue stérilité ? Pourquoi tante Claudine veut-elle me faire avaler ces potions diaboliques, tous les matins ? On essayait juste de t'aider. Je n'ai jamais réclamé votre aide. Tout ce que j'ai demandé, c'est qu'on me fiche une paix royale, chez moi. » Valentine s'empara de son sac de voyage, et mit le cap sur la porte d'entrée. Dans son dos, ce fut un véritable tollé. Tout le monde parlait en même temps, dans une cacophonie indescriptible. « Vous avez vu cette ingratitude ? Elle n'a aucun respect pour les siens. Greg, dis-lui ces 4 vérités. » Dans le couloir, Grégoire la rattrapa par la manche. « Val, attends. Où est-ce que tu vas ? » « Louer un appartement pour un mois, le temps que votre cirque prenne fin. » « Quel cirque ? C'est une réunion de famille. » « Une famille ? » Valentine se retourna brusquement. « Greg, réponds-moi franchement, est-ce que tu me considères comme un membre de ta famille ? » « Bien sûr que oui. » « Alors pourquoi mon opinion ne pèse-t-elle rien ? Pourquoi mes biens sont-ils jetés dehors sans mon accord ? Pourquoi laisse-t-on courir des rumeurs infâmes sur mon compte ? Grégoire resta muet, décontenancé. Depuis le salon, la voix de sa mère retentit. « Greg. Viens ici, on doit s'expliquer. »« Vas-y, » l'encouragea Valentine. « Maman t'appelle. »« Moi, je vais me prendre une chambre d'hôtel. » Elle quitta l'appartement, sous les regards éberlués des voisins, qui épiaient la scène par l'entrebâillement de leurs portes, attirés par le vacarme. Réfugiée dans un hôtel du quartier, Valentine put enfin décompresser. Le silence, la propreté, pas un seul visage inconnu à l'horizon. Elle prit une longue douche brûlante, commanda un repas au service d'étage, et s'efforça de remettre de l'ordre dans ses pensées. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'abord Grégoire, puis Zénaïde, puis d'autres membres de la tribu. Valentine coupa la sonnerie, et sombra dans un profond sommeil. Au matin, on frappa à sa porte. C'était Grégoire, un bouquet de roses à la main, la mine déconfite. « Valérie, pardonne-moi. J'ai tout compris. » « Compris quoi ? Que tu avais dépassé les bornes ? J'ai déjà renvoyé tout le monde chez eux. » Valentine examina son mari, avec incrédulité. « Tout le monde ? » ?»« Tout le monde. Maman a pris le train pour Marseille, Lucille et les siens ont suivi. Tante Claudine a fait la moue, mais elle fait ses valises. Quant à l'anniversaire, je l'ai annulé. Je leur ai dit que ma femme passait avant tout. » Valentine garda le silence, scrutant les traits de son mari. 20 ans de vie commune l'avaient rendue experte pour déceler ses mensonges. Pour une fois, il semblait sincère, mais son attitude sonnait faux. « Et pourquoi ce revirement ? » demanda-t-elle. « Comment ça, pourquoi ?
Tu as menacé de partir en Grèce. J'ai compris que j'avais poussé le bouchon trop loin. Et ça t'a effrayé? Grégoire balbutia. Ben, c'est que je t'aime, tu sais. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Tu m'aimes? Valentine s'adossa à l'encadrement de la porte. Dis-moi, Greg, quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on lui ment effrontément? Est-ce qu'on dilapide son argent en cachette? Est-ce qu'on le démolit dans son dos? Valérie, je te jure que j'ai retenu la leçon. Ça n'arrivera plus jamais. Qu'est-ce qui me le prouve? J'ai changé. Pendant ces quelques jours, j'ai réalisé à quel point j'étais perdue sans toi. Valentine scruta le visage de son époux avec acuité. On y lisait, certes, une angoisse sincère, mais qui manquait singulièrement de profondeur. Ce n'était pas le repentir qui l'animait, mais plutôt la peur de perdre son confort. Très bien, finit-elle par concéder. Mais je vais rester à l'hôtel, pour l'instant. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Combien de temps? Je ne sais pas. Une semaine, peut-être? Peut-être plus. Le visage de Grégoire se décomposa. Une semaine? Mais pourquoi faire durer le supplice? Pour savoir s'il y a une raison valable de revenir. Bien sûr qu'il y en a une. Nous formons une famille. Une famille, répéta pensivement Valentine. Qu'est-ce que ce mot signifie, pour toi? Eh bien, des gens qui vivent sous le même toit, qui s'aiment, et qui se respectent. Et qui se disent la vérité. Qui se disent la vérité. Et qui ne complotent pas dans le dos de l'autre. Valérie, je t'ai compris. C'est promis, craché, juré. Valentine hocha lentement la tête. Alors, laisse-moi du temps. Je vais y réfléchir. Grégoire repartit, abattu. De son côté, Valentine ressentit un immense soulagement, pour la première fois depuis des mois. Personne ne la pressait, personne ne la faisait culpabiliser, personne ne cherchait à la manipuler. Le lendemain, son mari fit une nouvelle apparition, lesté d'une boîte de chocolat, et l'air encore plus pitoyable. Valérie, tu me manques. L'appartement est vide, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Rentre à la maison, ne serait-ce que pour préparer le dîner. Préparer le dîner? Valentine écarquilla les yeux. Ben oui, je suis nulle en cuisine, je me nourris exclusivement de sandwichs. Greg, tu as 47 ans. Il serait temps d'apprendre. Mais puisque tu cuisines comme un chef, pourquoi devrais-je me fatiguer à apprendre? Valentine dévisagea son mari avec effarement. Il n'avait toujours pas saisi que le cœur du problème ne résidait pas dans les corvées domestiques, mais dans sa propension à la traiter comme sa femme de chambre. Dis-moi, Greg, tu souhaites mon retour parce que ma présence te manque, ou parce que c'est le chaos logistique sans moi? Mais non. C'est toi qui me manques. Moi, ou mes services gratuits? Toi, bien sûr, rétorqua-t-il, mais la conviction n'y était pas. Valentine avait vu juste, il était tout bonnement incapable de faire la différence entre l'amour conjugal et l'attachement à ses pantoufles. Je vais y réfléchir, se contenta-t-elle de répondre. 2 jours plus tard, Grégoire déboula dans un état de panique avancé. Val, je n'en peux plus. Le lave-linge est en panne. Le frigo crie famine. J'ai reçu les factures d'électricité, et je n'ai aucune idée de comment les régler. Comment faisais-tu, avant notre mariage? C'est de l'histoire ancienne. J'ai pris l'habitude que tu gères tout ça. Le voilà, l'aveu tant attendu. Grégoire s'était accoutumé au fait que sa femme tienne les rênes du foyer, solutionne les tracas matériels, et lui assure une existence douillette. À présent, orphelin de son cocon, il cédait à la panique. Tu vas t'y faire, le rassura Valentine. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mais pourquoi apprendre, puisque je t'ai épousé? Et si je n'étais plus là? Comment ça, plus là? Grégoire blêmit. Et si je décidais de ne jamais revenir? Tu n'en as pas le droit. Nous sommes mariés. Le divorce, ça existe, tu sais.
Le divorce? Grégoire fit un bond en arrière. Valérie, qu'est-ce qui te prend? De quel divorce parles-tu? De mon ras-le-bol de jouer les bonnes à tout faire. Tu n'es pas ma bonne, tu es ma femme. C'est censé faire une différence? Je fais les courses, la cuisine, le ménage, la lessive, j'épluche les factures, et en guise de remerciement, j'ai droit à des mensonges, et à un mépris souverain. Mais j'ai changé, je te dis, en l'espace de 3 jours. Greg, tu n'as pas changé par remords. Tu as changé par terreur, parce que ton petit confort matériel était menacé. Le mari resta bouche bée, les lèvres tremblantes. Soudain, il s'effondra à genoux. Valérie, pardonne-moi. Je suis le pire des maris, mais je vais me racheter. Par pitié, ne me quitte pas. Cette mise en scène parut tellement grotesque à Valentine, qu'elle en éprouva un profond dégoût. Un homme fait, vautré à ses pieds, non pas par amour fou, mais pour s'épargner la corvée de la lessive et des casseroles. Relève-toi, ordonna Théel, lasse. C'est indigne. Je suis prêt à tout. Dis-moi ce qu'il faut faire. Il n'y a plus rien à faire. C'est avant qu'il fallait se poser des questions. Grégoire se remit sur ses pieds, le visage déformé par la rancœur. Ah, c'est comme ça? Tu as décidé de me faire payer, c'est ça? Payer quoi? C'est une punition, en somme. Ce n'est pas une punition. C'est une libération. Pour moi, comme pour toi. De quoi veux-tu me libérer, au juste? Toi, de la corvée de m'aimer sur commande. Moi, de mes illusions. Valentine ferma la porte de la chambre, abandonnant Grégoire dans le couloir. Une minute plus tard, elle l'entendit s'éloigner d'un pas lourd. Il ne revint pas le lendemain. Ni le surlendemain. En revanche, il l'appela dans la soirée. Val, maman dit que tu perds la raison. Tu ferais bien d'aller consulter. Consulter qui? Un psy, par exemple. Les épouses saines d'esprit ne plantent pas leur mari pour des broutilles. Des broutilles? Valentine sentit son sang ne faire qu'un tour. Ben oui, quoi? La famille débarque à l'improviste, maman se mêle un peu de l'intendance. C'est ça, la famille. Greg, si je faisais venir mes proches, que je les installais chez toi pendant 2 mois, et que je m'autoproclamais tyran domestique, tu trouverais ça normal? Mais tu n'as pas de famille. Mais si c'était le cas? Le mari se racla la gorge. Bon, on aurait pu trouver un terrain d'entente. Avec moi, tu n'as pas cherché le moindre compromis. Tu m'as mise devant le fait accompli. Val, ça suffit. Maman a raison, tu piques une crise d'hystérie. Ta mère a raison, répéta Valentine, amère. Elle a toujours raison. Et moi? Tu as raison aussi, mais maman prime. Elle est vieille, elle a droit à des égards. Et moi? Toi? Tu as des droits aussi. Mais tu es jeune, tu pourrais prendre sur toi. Valentine raccrocha. Cet échange venait d'achever d'éclairer la mentalité de son mari. La mère supplantait l'épouse, les aînés écrasaient les plus jeunes, et le clan primait sur l'individu. Une semaine s'écoula, puis Valentine retourna à l'appartement, pour récupérer le reste de ses affaires. Le logement était sens dessus-dessous, vaisselle sale empilée, vêtements éparpillés, réfrigérateur désespérément vide. Grégoire, affalé dans son fauteuil en débardeur crasseux, était scotché devant l'écran. Ah, te voilà, bougonna Théil, sans daigner tourner la tête. Tu as fini de jouer à la princesse outragée? Je viens ramasser mes affaires, trancha Valentine, flegmatique. Pour aller où? Les loyers coûtent un bras, à Paris. J'ai déjà signé mon bail. Grégoire pivota enfin vers elle. Et tu as payé ça avec quoi? Avec mes économies. Mais pourquoi gaspiller de l'argent, alors qu'on a un toit au-dessus de la tête? Parce que ce n'est pas mon toit. Ici, je ne suis qu'une intruse, qu'on tolère parce qu'elle est utile.
Valentine s'engouffra dans la chambre, et se mit à remplir ses valises. Sur la table de chevet, reposait le carnet de notes de Grégoire. Il y consignait scrupuleusement ses idées, et ses projets importants. Guidée par un pressentiment, elle l'ouvrit. Ce qu'elle y lut dépassait tout l'entendement. Les notes remontaient à 6 mois. Maman a vu juste, Valérie est devenue incontrôlable. Elle s'imagine que l'égalité homme-femme l'autorise à donner des ordres. Il faut lui remettre les idées en place. L'entrée suivante datait de la semaine d'après. J'ai abordé le sujet des vacances avec maman. C'est brillant. Valérie va voir comment fonctionne une famille digne de ce nom. Ça lui remettra peut-être du plomb dans la cervelle. Venait ensuite le plan de bataille, détaillé point par point. Inviter toute la famille pour un mois. Inculquer à Valérie le vrai sens des valeurs familiales. Si elle rue dans les brancards, ça prouvera qu'elle est égoïste, et que c'est une épouse défaillante. Maman suggère de lui confier toutes les tâches, cuisine, ménage, service. Qu'elle renoue avec ses devoirs de femme. Si Val refuse d'obtempérer, elle dévoilera sa vraie nature à tout le monde. Alors, je pourrais exiger le divorce, la conscience propre. Valentine tournait les pages, la nausée lui retournant l'estomac. Son propre mari avait orchestré un complot minutieux, dans le seul but de la pousser à la dépression nerveuse, pour mieux la faire interner en psychiatrie. Les notes suivantes versaient carrément dans le cynisme. Si Valérie craque et claque la porte, c'est jackpot. Je crierai sur tous les toits qu'elle a abandonné son foyer par pur égoïsme. Je passerai pour le mari éploré. Si elle reste, c'est tout bénef aussi. Elle apprendra la soumission. Maman se chargera de son dressage. Le point crucial, c'est de la pousser à bout. Qu'elle montre les dents. Comme ça, tout le monde comprendra qui elle est vraiment. La toute dernière note datait de 3 jours. Échec du plan. Valérie est moins bête que prévu. Il va falloir jouer la comédie du repenti. Si elle mord à l'hameçon, tant mieux. Sinon, je la ferai passer pour un monstre de froideur. Valentine referma le carnet, les mains secouées de spasmes. 20 ans de mariage avec un homme qui la considérait comme l'ennemi à abattre. 20 ans avec un individu machiavélique, prêt à la briser psychologiquement, pour assouvir son besoin de domination. « Qu'est-ce que tu lis » demanda Grégoire, qui venait d'apparaître sur le seuil. Valentine leva les yeux. Son regard était chargé d'un tel mépris, que son mari fit involontairement un pas en arrière. « Tes petits plans machiavéliques » lâcha-t-elle, en brandissant le carnet. Le teint de Grégoire vira au gris cendré. Ce n'est pas ce que tu t'imagines. C'est exactement ce que je m'imagine. Tu as planifié, pendant 6 mois, la destruction de ma santé mentale. Valérie, c'est faux, je ne voulais pas. Tu le voulais. Tu le voulais tellement, que tu l'as couché sur le papier. Grégoire tenta d'arracher le carnet des mains de sa femme, mais elle esquiva d'un bond. Bas les pattes. J'en aurais besoin. Besoin de quoi? Pour la procédure de divorce. Quelle procédure? La procédure classique. Celle qui met fin au lien sacré du mariage. Val, je t'en conjure, laisse-moi m'expliquer. Les explications sont superflues. Tout est là, de ton écriture. Valentine enfourna ses affaires dans la valise, et marcha vers la sortie. Grégoire tenta de faire barrage de son corps. Tu n'as pas le droit de détruire 20 ans de mariage, d'un claquement de doigts. Je peux. Et c'est ce que je fais. Mais et nos 20 années de bonheur? 20 années de manipulation hypocrite. C'est terminé. Le monde entier va te jeter la pierre. Ils diront que tu as largué un mari aimant. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je refuse de partager la vie d'un homme, qui me voue une telle haine. Je ne te hais pas. Ah non? Et ça, qu'est-ce que c'est? Valentine agita le carnet sous son nez. Une déclaration de la Saint-Valentin? Grégoire resta quoi? Les mots lui manquaient. Sur le palier, Valentine se retourna une ultime fois.
Greg, tu obtiendras exactement ce que tu cherches, une épouse docile et soumise. Seulement, ce ne sera pas moi. Ce sera une autre innocente, qui gobera ton numéro du mari repenti. Je ne veux pas d'une autre. Je te veux, toi. Tu veux une bonne à tout faire, avec ma tête sur les épaules? Cherche dans les petites annonces. Valentine quitta définitivement cet appartement, qui avait été le sien pendant 20 ans. Plus jamais elle n'y remettrait les pieds. Un mois plus tard, elle déposa une requête en divorce. Grégoire se débattit comme un beau diable, engagea un ténor du barreau, et accusa son épouse d'aliénation mentale. Mais le carnet intime, avec ses plans glaçants, pesait lourd dans la balance. L'entourage et les amis ne manquèrent pas de blâmer Valentine. Comment peut-on briser un couple pour si peu, s'indignaient les uns. Il a fait amende honorable, pourtant, plaidaient les autres. Les liens du mariage sont sacrés, sermonnaient les puritains. Mais la plus virulente, ce fut Zénaïde. Elle harcelait Valentine au téléphone, pleurait à chaudes larmes, vociférait, et l'accusait d'avoir pulvérisé la famille. Puis, la meute familiale se joignit à la curée, ceux-là même qui comptaient s'incruster tout l'été. « Tu as ruiné l'existence de mon pauvre neveu », hurlait tante Claudine. « Il a sombré dans l'alcoolisme, par ta faute », gémissait Lucile. « Un homme est perdu, sans une femme à ses côtés », philosophait la cousine Germaine. Valentine encaissait ses assauts avec une sérénité inébranlable. Certes, les premiers temps furent rudes. Certes, le doute l'assaillit plus d'une fois. Certes, le spectre de la solitude l'effrayait. Mais chaque fois qu'elle flanchait, elle relisait mentalement les notes de Grégoire, et se disait qu'il valait 100 fois mieux finir vieille fille, que de vieillir aux côtés d'un sociopathe. Le divorce fut prononcé 3 mois plus tard. Jusqu'au bout, Grégoire tenta de s'accaparer l'appartement, en plaidant le déséquilibre mental de sa femme. Mais face aux preuves écrites, la juge ordonna le partage équitable des biens. Valentine vendit sa part, et fit l'acquisition d'un charmant 2 pièces, dans un quartier différent. Nouveau nid, nouvelle existence, nouveau voisinage. Les premiers mois furent déroutants. Pour la première fois depuis 20 ans, Valentine vivait en solo. Plus personne auprès de qui s'épancher le soir, plus personne pour sabler le champagne après une promotion, plus personne pour planifier les vacances. Pourtant, elle découvrit vite les délices du célibat, personne pour juger ses choix, personne pour calomnier dans son dos, et personne pour imposer la présence d'inconnus dans son salon. Cet espace était le sien, et à elle seule. 6 mois plus tard, le hasard la mit face à Grégoire, au détour d'un rayon de supermarché. Il faisait peine à voir, bedonnant, vieilli avant l'âge, et fagoté comme la de pique. À son bras, se tenait une jeune femme, dont le visage trahissait une docilité absolue. Valérie, s'enthousiasma son ex-mari. « Comment vas-tu ? Je te présente Irène, ma nouvelle compagne. » Irène balbutia un timide bonjour. À son attitude effacée, il était évident que le programme de dressage de Grégoire portait déjà ses fruits. « Irène est un vrai cordon bleu », fanfaronna Grégoire. « Et elle tient la maison d'une main de maître. Une véritable fée du logis. » Valentine adressa un regard de profonde compassion à la jeune femme. Une nouvelle victime venait de tomber dans les griffes de Grégoire, ignorante du sort qui l'attendait. « Je vous souhaite beaucoup de bonheur », lança-t-elle, avant de poursuivre son chemin. De retour chez elle, Valentine se prépara un thé, puis s'installa confortablement près de la fenêtre. Derrière la vitre, la pluie tombait à verse, les réverbères s'allumaient, et les passants pressaient le pas. Le flot ininterrompu d'une existence banale, où chacun suit sa propre trajectoire. 1 an auparavant, elle aussi courait après le travail, faisait ses courses à la hâte, planifiait le menu du soir, et se croyait heureuse. Mais en réalité, elle croupissait dans une cage dorée, dont elle ignorait les barreaux. Aujourd'hui, la cage avait volé en éclats. Elle goûtait enfin au luxe suprême, la liberté de choisir, le droit à l'erreur, l'opportunité de s'affirmer. Et cela n'avait pas de prix, cela valait toutes les valeurs familiales, et toutes les approbations sociales du monde. Valentine but une gorgée de son thé brûlant, et adressa un sourire radieux à son reflet, dans la vitre assombrie. Pour la première fois depuis 20 ans,
elle se sentait véritablement chez elle. 1 an plus tard, le facteur lui remit une missive de son avocat. Grégoire avait épousé Irène, et implorait le pardon de son ex-femme pour ses fautes passées. Il affirmait avoir changé, être devenu un homme meilleur, et souhaitait à Valentine tout le bonheur du monde. Elle déchira la lettre, sans même en achever la lecture. Grégoire ne changerait jamais. Il jetterait simplement son dévolu sur des proies plus dociles, disposées à endurer ses méthodes de formatage intensif. Mais elle n'était plus une victime. Elle était une femme libre, maîtresse de son destin. Et ce droit, désormais, n'était plus négociable. L'averse cessa enfin. Le soleil perça les nuages, faisant étinceler les toits de la capitale. Une nouvelle aube, de nouvelles perspectives, un nouveau chapitre de son existence. Valentine quitta sa fenêtre, et se dirigea vers la cuisine pour préparer son petit déjeuner. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour elle-même. Et c'était un sentiment merveilleux.